Et donc, on va reprendre la partie les cheveux parce que j'ai remarqué que le problème de l'assimilation, il est moindre l'après-midi à la matinée. OK? Donc, j'ai dit que les réactions de photosynthèse se déroulent normalement au niveau des chloroplastes. Ça se déroule au niveau des chloroplastes, principalement au niveau des thylakoïdes et au niveau du stroma. Le stroma, ou à l'intérieur des chloroplastes. Donc, ça, c'est schématisé. Et là, vous avez le chloroplaste vu en microscopie électronique à transmission et vous voyez les granats. Et les granats, on voit le compilement des thylakoïdes où va se dérouler la phase normalement claire. Donc, la photosynthèse se réalise en deux grandes phases, une phase claire et une phase sombre. La dénomination, la phase claire, ça veut dire qu'il y aura, ça nécessite la lumière. La phase sombre, ça ne nécessite pas la lumière. Et il peut se dérouler en absence de lumière. Donc, la phase claire, c'est un ensemble de réactions photochimiques. Il y a des réactions chimiques en présence de la lumière qui dépendent de la lumière et au cours desquelles les électrons sont transportés à travers les deux photosystèmes. Donc, on a la présence de la lumière, on a des réactions chimiques, des réactions d'oxydoréduction, on a un transport d'électrons entre deux photosystèmes afin de produire la finalité de la phase claire, c'est la production de l'ATP et du pouvoir ou du potentiel réducteur. Donc, au cours de cette phase, on aura la transformation de l'énergie lumineuse en énergie chimique. Et on a une deuxième phase qui correspond au cycle de Calvin. Donc, il est entièrement enzymatique, il est indépendant de la lumière. Donc, au cours de cette phase, l'ATP et le NADPH plus H+, qu'on a normalement obtenu la phase sombre, la phase claire, vont être utilisés pour la conversion de dioxyde de carbone en eau et en glucides. Cette seconde partie permet l'assimilation du gaz carbonique, c'est ce qu'on appelle la nutrition carbonée, c'est-à-dire l'assimilation de CO2. Donc, deux phases, une qui va se dérouler au niveau des thylakoïdes et l'autre qui va se dérouler au niveau du stroma. Donc, les réactions photochimiques. Madame, oui, Madame, oui, عاد اشرح لنا أستاذة ديك لا فاز كلير. la phase claire, a dit. لا فاز كلير. أنا من بعد غادي نشرحوها en détail. Je vais reprendre tout, هادشي كلشي je vais le reprendre, d'accord? D'accord. هاني غادي نرجع باش نقول لكم et se déroule où. Donc هنا j'ai commencé le début et se déroule où. Et se déroule au niveau des thylakoïdes. Les thylakoïdes هما اللي كاينين au niveau du chloroplaste. Oui. لا سانتيز نتاع لا تي بي كتكون غير في لا فاز كلير. Oui. L'ATP est synthétisé au niveau du chloroplaste, mais la synthèse de l'ATP se fait au niveau de mitochondries suite à la respiration. La dégradation des sucres, l'ATP. Mais là, au niveau du chloroplaste, il se fait au niveau des thylakoïdes. Oui, au niveau des thylakoïdes. Il est utilisé, le stroma, le cycle de Calvin. D'accord? D'accord, merci madame. Donc, ces réactions photochimiques qui sont un ensemble de réactions d'oxydoréduction se déroulent grâce à des pigments qu'on appelle des pigments photorécepteurs. Donc, photorécepteurs, ça veut dire qu'ils vont recevoir les photons. C'est pourquoi on les a appelés les pigments photorécepteurs ou les pigments photosynthétiques. Donc, je connais les pigments photorécepteurs. Donc, en principe, ce sont les chlorophylles et les caroténoïdes. Donc, les chlorophylles, il y a la chlorophylle A ou la chlorophylle B. Donc, la chlorophylle A, la structure de la chlorophylle A, c'est ce que vous avez devant vous. Donc, un noyau tétrapyrolique avec un phytole, donc une chaîne de carbone. Là, la différence entre la chlorophylle A et la chlorophylle B, c'est le CH3, le CHO pour la chlorophylle B. Les caroténoïdes, les bêta-carotènes et les xanthophiles. Donc, la structure, vous avez la structure devant vous. Ces pigments, pardon, ces pigments, normalement, ils captent les photons, ils captent la lumière. Ils ce qu'on appelle absorption de la lumière. Donc, une absorption, c'est un spectre d'absorption, normalement, qui atteint où l'absorption, il est maximale de la lumière. Donc, l'absorption, il est maximale entre 350 et 450 et entre 600 et 700 pour la chlorophylle A, deux pics,
pour la chlorophylle B, on a entre 400 et 500 et également entre 650 et 620 تقريبا حتى 680 650. Donc là, pour les caroténoïdes, عندهم un spectre qui est à peu près similaire. Donc un maximum d'absorption entre 400 et 500. Donc, ces chlorophylles ont la caractéristique d'être excités par la lumière. C'est ce qu'on va voir. Donc, lorsqu'on parle de la lumière ou l'énergie lumineuse, on parle de photons qui, normalement, transportent l'énergie qu'on appelle le quantum. Donc, en physique, vous avez vu ça. Donc, les particules en vibration ou ce qu'on appelle les photons, transmis par la lumière, sont chacun porteurs d'une petite quantité d'énergie cinétique qu'on appelle le quantum. Le quantum, HV, avec H, c'est une constante, V est la fréquence d'onde, la vitesse de la lumière dans le vide sur la longueur d'onde. Donc, la longueur d'onde, lambda, qu'on a vu là, les longueurs d'onde. Donc, plus la longueur d'onde est faible, plus le travail, normalement, le quantum, l'énergie, il est important. Et donc, plus il est élevé, plus le quantum, l'énergie, il est faible. Lorsqu'un photon est absorbé par une molécule de pigments, les pigments photorécepteurs, il élève un électron de celle-ci d'une orbite à une autre orbite qui est plus extérieure. La molécule passe d'un état stable à un état excité. Donc, rappelez-vous l'exemple que je vous ai donné hier, avec le ballon de tennis, on a une énergie physique, une force. Donc, quand le ballon flotte, il va rebondir. كتطلع على قدر الانرجي اللي عطيتها انا بيدي الا ضربتها بالجهد غتطلع اكثر الا ضربتها بشويه غتطلع شويه دونك سي cette énergie qui permet donc le passage ديال les pigments كيكونوا في un état fondamental بعد il passe un état excité. هذا l'état excité fait ce qu'on appelle l'état singulier 1 et l'état singulier 2 qui dépend de l'énergie normalement ديال le photon. Donc هنا des longueurs d'onde normalement une énergie un photon rouge, une lumière rouge, normalement la longueur d'onde est beaucoup plus importante. La force, qu'est-ce qu'on calme? Donc le quantum, il est faible. S1. Les photons bleus, S2. Donc, un passage d'un état fondamental, stable, à un état excité. Donc, ce qu'on appelle excitant. Donc, il y a le S1 ou le S2. La durée de vie, oui. ملي كنتقلوا من ليطا فوندامونتال ا ليطا اكسيتي واش كيكون عندنا ليميسيون مازال لا سي لو روتور اللي كيعطينا ليميسيون دابا هنا il capte سي لو كونترير l'absorption donc فاش كيكونوا في S0 ils vont passer le S1 ou le S2 ils vont absorber l'énergie donc هذيك هي ce qu'on appelle ils sont excités par la lumière donc كياخذوا la lumière كياخذوا l'énergie من بعد ils vont retourner l'état fondamental, c'est ce qu'on appelle la désexcitation. Il y a les trois phases. Comme l'excitation, il y a le passage de l'état fondamental S0, S1, S2. Donc, le retour de S2, S1, c'est toujours une dissipation de chaleur. Donc, une chaleur qui sera émise. 1 à 3% uniquement de l'énergie qui est captée est utilisée dans la photosynthèse. Le mabaki kullu, il est dissipé sous forme de chaleur, yani qui sort sous forme de chaleur. D'accord? Donc, le passage d'abord, de S2 à S1, qu'est-ce qui se passe? Donc, de S1 à S2, le retour, il se fait de trois manières. Donc, émission de fluorescence. Donc, la fluorescence, c'est une énergie. C'est une lumière, pardon, c'est une lumière, donc le photon, mais de faible énergie. C'est comme l'exemple des fluorescents. Donc, un golo, une couleur fluorescente, il y a une couleur qui brille, qui a une lumière. Il a fait ce doigt, c'est chez Haja. ردوا البال هذاك اللي كيكون لابس تيكونوا لابسين شيبي عندك un problème عندك نسية normalement أنا les autres étudiants m'entendent, d'accord? Donc شوفي انت فين عندك le problème. D'accord, Amina? Vous m'entendez, Nsoumayak? Vous m'entendez? Oui, madame. Oui. Amina, il n'y a aucun problème. Donc,
ملي كيكون لابس هذاك لو جوندارم ولا داك البوليسي لابس ان جيلي وكيكون فيه ديك لا كولور فلوريسونت داك لو جون فلوريسون ولا ان فير فلوريسون باش اشني باش كيبان من البعد علاش باسكو هذيك لا كولور كتعطي اون لوميير اللي كتبان في الظلام سي سكون ابل لا فلوريسونس دونك كتكون اون ديزيكسيتاسيون يعني لو روتور من S1 S2 بلا فلوريسونس يعني هاد لو بيغمون il est excité وكيدوز اون لوميير كي سورا كابتي دونك هذه H في اللي هي نعاود نرجع باش نوريها لكم هو لو كوانتوم كيدوز تيدوز لا لوميير عاود لان اوتر بيغمون او لا ريزونانس لا ريزونانس معنيتها انه هاد لو بيغمون كيدوز un autre pigment l'énergie tel qu'il est ماشي ce n'est plus la lumière c'est l'énergie c'est ce qu'on appelle la résonance la résonance بحال قلتي ليكو كتكون بين جوج جبال وكتقول وكتبقى ديك elle est transmise sous forme d'onde كتمشي tel qu'il est donc l'énergie transfert de l'énergie à une molécule de pigment proche donc من un pigment 1 un pigment 2 et la troisième réaction هي la réaction photochimique je réponds تفكرت بان هي nous entend pas pour lui dire Amina que le problème c'est Donc, la troisième réaction, c'est une réaction photochimique. Donc, fluorescence, la fluorescence. Vous avez compris qu'est-ce que c'est que la fluorescence, qu'est-ce que c'est que la résonance. Donc, la fluorescence ou la résonance, je transmets soit la lumière, soit l'énergie. La réaction photochimique, non. Il y aura libération d'un électron. Un électron qui sera libéré et qui sera capté par des transporteurs d'électrons pour la génération de l'ATP et du NADPH. D'accord? Donc, la photochimie, c'est une perte d'un électron à partir d'un état triplé, plus stable, 10 puissance moins 3 secondes. Seules certaines molécules spécialisées sont capables de réaliser cette réaction photochimique. Donc, les réactions photochimiques sont réalisées par des molécules. Oui, elles consomment aussi d'énergie. Oui, elles vont capter l'énergie. Il y a la question de Hamza qui pose la question, est-ce que ces pigments consomment aussi de l'énergie? Oui, elles consomment l'énergie et donc ils sont excités. Ils passent de S0 à S2 ou à S1, mais pour revenir à S0, ils ne vont pas utiliser la fluorescence ou la résonance. Ils vont libérer un électron. Pardon. Donc, ils vont libérer un électron. L'électron, le déroulement de l'électron, le devenir dialo, qu'est-ce qu'il va faire? Ou derrière la synthèse de l'ATP et du NADPH. Donc, ces réactions se déroulent où? Donc, la question qu'on se pose, c'est les réactions se déroulent au niveau des thylakoïdes. Fin les thylakoïdes, l'intérieur des thylakoïdes, au niveau de la membrane, c'est au niveau de la membrane. Mais où? C'est des domaines protéiques, ce qu'on appelle les photosystèmes 2 et les photosystèmes 1. Donc, les photosystèmes 2 ou photosystème 1, donc les transporteurs les membranes, c'est des protéines associées, des pigments associés des ions intégrés au niveau de la membrane. Donc, le photosystème 2 comprend 3 domaines protéiques, des antennes, un centre réactionnel et un complexe d'oxydation de l'eau, ou encore appelé système Z. Donc, c'est ce que vous voyez devant vous. Donc, on a le centre réactionnel avec 2 dimères protéines. À l'intérieur, on a notre chlorophylle. J'ai dit que la réaction photochimique n'est réalisée que par des pigments spécialisés, les la chlorophylle A. Ou, je ne sais pas, est-ce que je vous ai eu le cours d'S3 de biologie végétale lorsque je parlais des algues ou les pigments au niveau des algues.
Que ce soit des algues rouges, que ce soit des algues bleues ou des algues jaunes ou des algues brunes, quelle que soit l'algue, كنلقاو toujours la chlorophylle A. Elle est présente dans les algues. Parce que cette chlorophylle A, c'est elle qui est normalement une molécule spécialisée pour faire la photosynthèse. C'est pourquoi on va la trouver chez tous les végétaux normalement chlorophylliens qui font la photosynthèse. Donc là, on a la P680 qui est une chlorophylle A qui va faire la réaction photochimique. On a des antennes. Les antennes, il y a des caroténoïdes, il y a la chlorophylle A ou la chlorophylle P, il y a la chlorophylle A. Donc, les caroténoïdes, donc pareil, et des protéines. Donc là, des transporteurs des quinones, la phéophytine et les quinones, des transporteurs d'électrons. Donc là, je ne reviens pas à vous parler il s'agit de quoi. Donc là, l'antenne, il est capable de bouger. Donc là, vous voyez la membrane, la membrane de l'éthylacoïde, où ils sont intégrés. Là, la membrane, ce que vous avez en gris, où le photosystème 2, il est intégré dans la membrane. Pareil, on a donc les dimères, les protéines, les sous-unités majeures, les protéines T1, T2. Donc, la P680, toujours, c'est la phéophytine, qui est une molécule, normalement, de chlorophylle, dans laquelle le magnésium est remplacé par des protons. Mais on a des centres fer-soufre, on va les voir. On a les cytochromes B559, on a les quinones ou les plastoquinones. On a le complexe d'oxydation, les est constitué de différentes protéines. Donc, tout ça, c'est des protéines. C'est ce qu'on appelle normalement un complexe protéique. Un complexe protéique associé des pigments, associé des ions qui vont faire l'ensemble des réactions photochimiques. Donc, qu'est-ce qui se passe donc au niveau de cette antenne? Il y a transfert d'énergie lumineuse par résonance. Donc, un pigment qui est excité pour revenir à l'état S0, donc il est à S2 ou à S1. Mais S2, S1, j'ai dit, c'est une dissipation de chaleur. De S1 à S0, il y a l'antenne, il y a la résonance. Jusqu'au centre réactionnel, depuis les formes principales de la chlorophylle A et de la chlorophylle P, jusqu'à la molécule piège, il y a la P680. Donc, la P680, normalement, lorsqu'il est excité, donc, les résonance, il y a un transfert de la lumière, des photons, le quantum. Donc, P680, il devient excité. Pour revenir à l'état normalement fondamental, elle ne revient pas directement. Il va libérer un électron, ou un état, ce qu'on appelle l'état triplé. L'état triplé, normalement, libérer un électron. La durée de vie de P680 excité, il est à 10 puissance moins 9 secondes. La durée de vie de P680 plus l'état triplé, il est 10 puissance moins 3 secondes. Donc, pour revenir à l'état normal, elle doit récupérer l'électron qu'il a donné à la phéophytine. Donc, elle récupère l'électron d'eau, l'oxydation de l'eau. Donc, le complexe d'oxydation de l'eau, il est collé le centre réactionnel de photosystème 2. Donc, c'est ce qui est réexpliqué là. Donc, un état fondamental, S0. Là, c'est un état excité, un état triplé excité. Donc, là, c'est un accepteur primaire. Là, c'est un accepteur secondaire. Le donneur de l'électron, l'eau. On a l'accepteur primaire, il y a la phéophytine. Donc, là, vous voyez la lumière qui va arriver aux antennes, qui va arriver jusqu'au P680 par résonance. Là, le complexe d'oxydation qui libère les électrons pour régénérer la P680. Et là, on a la chaîne de transfert des électrons jusqu'au plastoquinone. D'accord? Qu'est-ce qui se passe normalement? Comment se fait ces réactions d'oxydation de l'eau au niveau du complexe? Donc, le fonctionnement du complexe repose sur le changement de valence des atomes de manganèse. Donc là, au niveau de ce complexe d'oxydation, on a 4 molécules de manganèse
Donc, le transfert des électrons s'effectue en une seule fois. Les atomes de manganèse acceptent 4 électrons à la fois. L'oxydation de l'eau va donner une molécule d'oxygène et 4H plus 4 électrons qui seront captés par le manganèse. Au moment où le manganèse, il va les céder un électron par électron pour régénérer la P680. Donc, on a les antennes, on a le centre réactionnel, on a le complexe d'oxydation de l'eau. Donc, associé, donc, on a libération d'un électron, on a les plastokinones, le cytochrome et les plastocyanines avant d'arriver au photosystème 2, le photosystème 1, pardon. Donc, là, c'est des transporteurs, les plastokinones, c'est des transporteurs mobiles de H+. Qu'est-ce que mobile? Ça veut dire qu'ils ont la capacité de se déplacer au niveau de la membrane entre le photosystème 2 et le cytochrome B6F. Et on va voir, c'est que les H+, pompage des H+, du stroma vers le lumen. هما اللي كياخذوا les H+, اللي كيخرجوا برا كيعاودوا يردوهم le lumen. Donc, les plastocyanines, شنو هو الlumen? هو l'intérieur ديال les thylakoïdes. Le lumen, c'est l'intérieur des thylakoïdes. Les plastocyanines, c'est des protéines à cuivre, des transporteurs également mobiles des électrons entre le cytochrome B6F et le photosystème 1. Donc, ce qui est à retenir, vous devez retenir le photosystème 2, le photosystème 1, les transporteurs qu'il y a entre les deux, obligatoirement. Ça, c'est à retenir. À retenir, donc le photosystème 1 fait une P700, ça veut dire une chlorophylle A, dans le maximum d'absorption d'ILA, il se fait à 700. Donc, une antenne toujours collectrice de lumière. Et puis, on a notre molécule piège avec un accepteur les électrons, la molécule A, spécialisée dans la capture de l'électron du P700, puis des centres fer-soufre, la ferredoxine, qui va normalement donner l'électron, le NADP+, pour le rendre NADPH+. D'accord? Donc, pareil, la réaction qui se déroule au niveau de photosystème 2 se déroule au niveau de photosystème 1. Donc, la P700, il est excité, il devient P700 avec étoile excitée, qui double un état triplé en libérant également un électron. On a le donneur d'électrons, c'est les plastocyanines, pour régénérer la P700, ou l'accepteur de l'électron, c'est la ferredoxine qui va transmettre les électrons via la ferredoxine NADP réductase ou NADP pour réduire le NADP et le rendre NADPH. Donc, jusqu'à maintenant, on a NADPH. Donc, c'est un transfert d'électrons jusqu'à la ferredoxine, qui va transmettre cet électron au NADP et grâce à la ferredoxine NADP réductase, il va former le NADPH. Là, au fait, c'est un transfert d'électrons. La question qu'on se pose, pourquoi l'eau ne donne pas directement les électrons, le NADP, pour former le NADP? C'est une réaction qui ne peut pas se faire. Donc, c'est une réaction d'oxydoréduction, mais qui ne peut pas se faire parce que, la loi de thermodynamique, le transfert des électrons suit toujours le sens croissant du potentiel redox. Un potentiel redox. Pardon, je reviens tout de suite. Pardon. Donc, j'ai dit que normalement, la formation du NADPH, c'est une réaction d'oxydoréduction. Il y a un passage de l'électron من le couple redox, le couple. Donc,
علاش ما يعطيش l'eau directement les électrons لهذا le couple redox علاش parce que tout simplement qu'il y a une loi de thermodynamique qui dit qu'il n'y a pas de transfert d'électrons suivant un sens qui est décroissant. Il y a toujours un transfert d'électrons suivant le sens croissant de potentiel redox. Donc, le potentiel redox de couple, il est de plus 0,8, alors que celui de NADPH, NADP+, c'est moins 0,32. Donc, la réaction, elle n'est possible que grâce à la lumière. Et vous voyez là, normalement, la P680, qui a une élévation de l'excitation, donc elle passe à P680 excité, et le passage d'électrons là, il est possible, parce que là, moins 0,5, plus faible, plus élevé, donc ما كاينش مشكل. Donc, il y a un transfert d'électrons sans aucun problème. Le photosystème 2, le complexe cytochrome B, F, P6F, donc sans problème. Et puis, les plastocyanines, la P700. عاود la P700 une élévation من une orbite qui fait que la P700 كتولي عندها moins 2 volts. Et donc là, il y a la possibilité de passer à les fers soufre, les centres fer soufre, la ferredoxine, jusqu'à arriver la NADP. Donc là, il y a la possibilité. Donc, ces réactions photochimiques n'étaient possibles que grâce à l'intervention de la lumière. Donc, on parle là d'un transfert acyclique, c'est-à-dire même switch. Donc, un transfert acyclique pour produire le NADPH. D'accord? Donc, vous m'avez la partie, est-ce que vous avez compris comment on arrive à obtenir du NADPH grâce au transfert des électrons? Les électrons. On obtient les électrons d'où? On les obtient d'où, les électrons? À partir de P60. 680. Oui, à partir de P680 et à partir de la P700. C'est-à-dire que c'est l'excitation des pigments photosynthétiques, certains pigments qui sont spécialisés, les HOMA, la P680 et la P700, qui, pour retourner à l'état fondamental, ils vont libérer un électron. Donc, indirectement, la lumière, elle est derrière la formation de notre NADPH. D'accord? Donc, puisque le retour à l'état fondamental de ces molécules libère un électron. Et le transfert de ces électrons va permettre, normalement, la formation du NADPH. C'est ce qu'on appelle le schéma en Z et ou le transfert acyclique des électrons. Donc, si l'on considère l'ensemble des couples redox, le trajet des électrons se réalise depuis le donneur H20 jusqu'à l'accepteur final du NADP grâce au fonctionnement coordonné des deux photosystèmes qui nécessitent l'excitation par la lumière de la P680 et de la P700. En revanche, le transfert d'électrons entre les deux photosystèmes s'effectue spontanément par l'intermédiaire du complexe B6F. C'est ce que j'ai expliqué. Là, on veut savoir comment est formée l'ATP, puisque la finalité de la phase claire, c'est la synthèse du NADPH et de l'ATP. Donc, comment? Donc, le NADPH, on a vu que grâce à ce transfert, on a la formation du NADPH. Mais l'ATP, il est synthétisé au niveau des thylakoïdes également, mais comment? Donc, la question, pour répondre à la question, il faut savoir que les électrons, il y a deux manières de transfert des électrons. C'est un transfert acyclique, mais également un transfert cyclique. Ça veut dire, une fois qu'on a sous la ferredoxine, la ferredoxine, les électrons, le NADP, les plastokinones. Donc, un transfert cyclique, un cycle. Ça, il pose la question,
ou là, plastocyanine, c'est des transporteurs. C'est des protéines à cuivre, transporteurs mobiles d'électrons entre le cytochrome B6F et le photosystème A. Donc, j'ai dit qu'il y a un transfert cyclique des électrons. Donc, s'il y a un transfert cyclique, donc il n'y a pas de transfert sur le NADPH, donc ما كيتصاوبش le NADPH. Le trajet des électrons qui se fait entre le pool des plastoquinones et la plastocyanine via le complexe cytochrome B6F est hexagonique. Il fait sortir de l'énergie. L'étude de la photophosphorylation montre que l'énergie libérée à cet endroit est convertie pour permettre la synthèse de l'ATP. C'est au niveau de cet endroit que se fait normalement la formation de la synthèse de l'ATP. On va voir comment. Les électrons, la ferredoxine, le cytochrome B6, il n'y a pas de production de NADPH. Donc, intervention de cycle des plastoquinones, création d'un gradient H+, pour synthétiser l'ATP. Les plastoquinones, tout à l'heure, j'ai dit que ce sont, c'est des transporteurs mobiles de H+, et des électrons entre le photosystème 2, c'est-à-dire qu'ils sont capables de se déplacer au niveau de la membrane. Les plastoquinones, qui ont 2H+, plus 2 électrons, c'est le plastoquinone H2, parce que les électrons, c'est chargés. Et s'ils sont chargés, normalement, ils تحركوا au niveau. Ils sont chargés, ils vont casser l'équilibre, la neutralité de la membrane. Donc, pour transmettre les électrons, normalement, le cytochrome B6F, il pompe les H+, من برا كياخذوا des H+ باش ما يبقاوش chargés ou كيتحركوا au niveau de la membrane حتى le cytochrome B6 pour lui transmettre les électrons. Donc, l'intervention de cycle des plastoquinones, parce que en pompant les H+, كيدخلوا لنا les H+, donc ils vont augmenter la concentration des H+ à l'intérieur des thylakoïdes. Donc, le transfert cyclique peut approvisionner la cellule en ATP en cas de faible activité respiratoire des mitochondries. Donc là, pour expliquer la synthèse de l'ATP, le cytochrome, le complexe cytochrome P6, les plastocyanines, le photosystème 2, donc le photosystème 1, pardon, le photosystème 2, il n'intervient pas. Donc, les électrons, donc, lors du transfert des électrons le long de la chaîne, il y a libération des protons dans l'espace intrathylakoïdal. L'oxydation des molécules d'eau. Vous vous rappelez? Comme ça. Donc, l'oxydation de la molécule d'eau, il libère des H+. Donc, le transfert le long de la chaîne photosynthétique libère des protons dans l'espace intrathylakoïdal. La force due au gradient de protons entre les deux faces de la membrane tend à faire revenir les protons vers le stroma, les faire sortir, puisque la concentration d'H+, elle va devenir plus importante à l'intérieur des thylakoïdes, donc il va les faire sortir. Cette force qui représente le courant de protons, ou ce qu'on appelle la force proton-motrice, est utilisée pour la synthèse d'ATP au niveau du complexe protéine de la membrane thylakoïdale qui joue le rôle d'ATP synthétase. Donc, la synthèse d'ATP est ainsi couplée indirectement au transfert des électrons, puisque qu'est-ce qui a augmenté la concentration des H+ à l'intérieur des thylakoïdes? C'est le transfert des électrons. Donc, lors de la phase lumineuse, on assiste donc à une conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique sous forme d'ATP. On va voir comment les chercheurs ils ont prouvé ça. C'est que c'est la différence de la concentration en H+, lorsqu'on parle d'une différence de concentration en H+, on parle d'une différence de pH. Le pH d'Ienna, la concentration élevée, les H+, le pH il est acide, mais la concentration faible, le pH il est basique. Donc, c'est ce qu'ils ont fait, les deux chercheurs, en 1966, Jajendorf et Urib. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Des chloroplastes qu'ils ont cassés par un choc osmotique pour libérer les thylakoïdes.
l'éthylaquide, ils ont fait des centrifugations. Les centrifugations, il y a la force, un appareil qui a une rotation et ça permet de décanter l'éthylaquide. Ils les ont récupérés. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont éliminé le stroma. نرجع عاوتاني للكلوروبلاست باش نوريكم اشنا هو chloroplaste. Donc, mon chloroplaste, c'est ça. Donc, ils ont cassé l'enveloppe pour récupérer l'éthylaquide. Donc, ما بقاش كاين le stroma, بقاو عندهم غير l'éthylaquide بوحدهم. Donc, ils ont cassé. Ils ont récupéré l'éthylaquide. Ils les ont mis dans un milieu à pH 4. Un milieu acide tamponné à pH 4, un milieu acide, là, le pH est le 4, tamponné, ça veut dire qu'il est très difficile de faire changer le pH. Tamponné, qui qu'on fait des molécules pour permettre à ce pH d'être stable autour de 4. Donc, là, le pH 4, c'est où l'île d'Achel pH 4. Qui quelques minutes jusqu'à ce que le pH d'éthylaquide s'équilibre avec celui du milieu extérieur. Et puis, ils vont prendre de l'éthylaquide, ils vont les mettre dans un autre milieu contenant donc, un milieu normalement basique tamponné à pH 8. Donc, là, on a le pH 8, le pH 4. Ils ont mis de l'ADP plus le PI. C'est tout ce qu'ils ont mis. Donc, là, les réactions s'effectuent à l'obscurité, donc il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de transfert d'électrons, il n'y a rien. Et ils ont remarqué, donc, darou le magnésium, ou darou le phosphate inorganique, le PI, ou darou l'ADP. Et ils ont remarqué qu'il y a une synthèse, ils ont dosé l'ATP, ils ont remarqué qu'il y a synthèse de l'ATP. Donc, la synthèse de l'ATP, elle est due à une différence de pH. Donc, différence de concentration en H+, entre l'intérieur et l'extérieur d'éthylaquide. C'est ce qui a permis la synthèse d'ATP. Donc, c'est les flux, la sortie des protons depuis le lumen vers le milieu à travers l'ATP synthétase qui provoque la synthèse d'ATP. Yani, la sortie des H+, qui sont à l'intérieur d'éthylaquide, le lumen, vers l'extérieur qui a permis la synthèse de l'ATP. Donc, il y a la théorie chimio-osmotique. Donc, l'intérieur fait le pH 4, ça c'est notre thylaquide, là c'est le lumen, ça c'est le milieu extérieur qui est normalement tamponné à pH 8. Et on a une protéine, donc la différence de gradient de concentration entre H+, ça t'atteint une delta pH qui permet la synthèse de l'ATP. Le gradient de pH, donc la différence entre l'intérieur et l'extérieur, provoque un efflux, une sortie qui permet la synthèse de l'ATP. Donc, c'est la théorie chimio-osmotique de Mitchell. Vous allez la revoir, la biochimie métabolique, pour la respiration au niveau des mitochondries, comment se synthétise l'ATP. La force proton-motrice. Il y a la base, il y a l'énergie. Donc, le transfert d'électrons dans le plan de la membrane, couplé à un transfert d'H+ à travers la membrane, crée ce qu'on appelle la force proton-motrice, donc une delta pH, une delta E de charge électrique. Donc, l'ATP synthétase utilise la force proton-motrice pour synthétiser l'ATP. Donc, on a le transfert des électrons, on a l'intérieur, donc on a les H+, et ça permet la synthèse. Donc, ils ont refait l'expérience, mais cette fois-ci, d'alou la lumière. Donc, la chaîne de transfert, pour prouver que c'est l'énergie, donc des thylaquides en suspension dans un milieu, faiblement tamponnés, sont placés dans une cuve thermostatée où une électrode de pH reliée à un pH mètre enregistreur, ils vont donc montrer qu'il y aura effectivement une différence de pH. Donc, une source de lumière blanche permet de faire la transition obscurité-lumière. Dans cette expérience, ils n'ont pas mis ni ADP ni PI, donc il n'y avait pas de synthèse d'ATP, il n'y avait que l'éthylaquide. Ils ont voulu prouver que
Les séquences obscurité-lumière, c'est ce qui fait varier le pH, puisque l'expérience là, ils ont prouvé que c'est la différence de pH qui synthétise l'ATP. D'abord, c'est la différence de pH, elle vient d'où? Elle vient de la lumière. Donc, la chaîne de transfert des électrons fonctionne comme une pompe à protons. Donc, l'obscurité, le pH. Est-ce que les mitochondries, les chloroplastes, on a la même chose? Oui, les mitochondries, on a la même, normalement, on a la même théorie. La synthèse toujours de l'ATP, elle est due à une différence de pH. Une delta pH, c'est ce qui est derrière la synthèse de l'ATP. Donc là, la différence de pH au niveau des chloroplastes, elle est due au transfert des électrons. Et vous allez voir ce que c'est, la réaction elle est autre au niveau des mitochondries. Donc, la chaîne des transferts des électrons, elle fonctionne comme une pompe à protons. Il va faire sortir les protons. Donc, montre que la lumière provoque une diminution extrêmement rapide de la concentration en protons du milieu. La variation de concentration se stabilise et se maintient constante tant que la source lumineuse reste allumée. Donc, tant qu'on a la lumière, les H+, qui sont à l'intérieur de l'humaine, et donc on aura une différence de pH. Par contre, lors du retour à l'obscurité, la concentration en protons augmente lentement pour atteindre la valeur observée parce que la conductance de la membrane aux protons il est très faible. Donc, on en déduit que le transfert des électrons à la lumière provoque un influx vectoriel de protons à travers les thylakoïdes, c'est-à-dire une sortie, plutôt une entrée, un flux, il y a l'entrée et flux, il y a la sortie. On constate également que l'entrée active des protons à la lumière est extrêmement rapide, tandis que la sortie, il est normalement plus lente. Il y a une question de votre collègue Mamawi qui pose la question: est-ce qu'il est possible de produire l'ATP lorsqu'on inverse le pH des deux milieux ou bien toujours l'ATP se transforme du milieu acide vers le milieu basique? Je n'ai pas bien compris. La question dit si on inverse, si c'est le contraire, l'intérieur c'était pH 8 ou l'extérieur c'était pH 4. C'est ça. Donc on aura la synthèse de l'ATP l'autre partie toujours. Yani là où on aura la sortie, la sortie des H+, une synthèse de l'ATP. Donc, j'ai compris la question. Yani, la canne à l'intérieur de l'humain, le pH, il était 8. Ou l'extérieur, le pH 4. Donc, on assistera à une synthèse de l'ATP, l'ATP synthétase, il va fonctionner. Oui, parce qu'on aura une différence de pH. La synthèse, dans le sens contraire. Yani, il est synthétisé dans cette place. l'ATP va être synthétisé à l'intérieur, mais pas à l'extérieur, tout simplement. فهمتوني اش كنقول؟ Donc, la question de votre collègue, Mamawi, elle dit si on inverse, quel que soit le pH. Donc, la synthèse de l'ATP, c'est une différence de pH, une delta pH. Donc, un mouvement, donc une delta pH, ça veut dire une différence de pH entre un milieu acide et un milieu basique. Donc, le mouvement de protons à travers la membrane, les thylakoïdes ou les membranes au niveau des les mitochondries, يعني هي اللي كتعطينا la synthèse. Obligatoirement, ça تكون عندنا ديك l'enzyme. إلا ما عندناش هاد l'enzyme, ما غطراش لنا la synthèse. إلا ما عندناش l'ATP synthétase, ما غطراش لنا la synthèse de l'ATP. Donc, خاص تكون une delta pH, une différence de pH, une delta pH. Donc, s'il n'est pas compensé par d'autres flux d'ions, le transfert de protons de l'extérieur vers l'intérieur des thylakoïdes engendre également une différence de potentiel électrique. Donc, il y a une delta pH qui a une différence de potentiel électrochimique. Donc, ما كيتبقاش عندنا غير la différence ديال le potentiel chimique, mais تولي لنا حتى différence électrique, du potentiel électrique. Donc, on a une différence de potentiel électrochimique. Je n'entre pas dans les détails, dans les thylakoïdes, la composante delta
mu électrique est égal à 0 car la membrane est fortement perméable aux ions Mg2+, et Cl-, pour compenser les charges plus. علاش il est fortement perméable parce que les Mg2+, Cl-, ils sont utilisés dans les réactions d'oxydoréduction au niveau de la membrane d'éthylacuide. Donc, il est perméable. Donc, la différence les charges électriques, il est compensé par les ions, les Mg2+, Cl-. Donc, delta pH, c'est uniquement une différence de concentration. Au cas bien sûr, toujours la constante de Faraday, on divise par la constante de Faraday, au cas qu'on a la valeur à 25 degrés. Donc, le delta P représente la force protomotrice. Expérimentalement, la valeur de delta pH est proche de 3. pH de lumen acide voisin de 5 et celui de stroma voisin de 8. C'est-à-dire, la réalité. Donc, le delta P, il est à peu près à moins 180. On va dire, il y a la force la synthèse, la possibilité, l'enzyme, l'ATP synthétase, de synthétiser l'ATP grâce à l'ADP et le phosphore inorganique. Est-ce que vous avez compris d'abord comment est synthétiser l'ATP? Normalement, un transfert des électrons. Le transfert des électrons, il est derrière la concentration des H+ à l'intérieur des lumens. On va le voir. L'augmentation de la concentration en protons dans le lumen est réalisée grâce à un transfert vectoriel de protons qui s'effectue au niveau du complexe plastoquinone ou la libération des protons due à l'oxydation de la molécule d'eau. Donc, il y a deux endroits. L'eau, là, première étape, l'oxydation de l'eau, il libère les protons. D'accord. Deuxième endroit, c'est au niveau des plastoquinones. Les plastoquinones, lorsqu'ils veulent transférer les électrons, normalement, est-ce que là, les plastoquinones, donc la phéophytine va prendre un électron à les plastoquinones. Les plastoquinones, pour transférer les électrons, le complexe cytochrome B6F, une fois il prend les électrons, il devient chargé. Normalement, ils ne peuvent pas se déplacer la membrane s'ils sont chargés parce qu'il y a un risque pour l'électroneutralité de la membrane. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pomper les H+, mais l'extérieur, pour pouvoir transférer les électrons. Une fois ils transfèrent les électrons, ils libèrent les H+ à l'intérieur. Donc, on a les molécules des H+ qui sont libérées par les plastoquinones ou on a les H+ qui sont libérés par l'oxydation. Donc, deux endroits où il y a normalement la synthèse, la libération des électrons. Un transfert vectoriel de protons qui s'effectue au niveau du plastoquinone ou la libération due à l'oxydation de la molécule d'eau. Donc, le mécanisme impliqué dans la translocation des protons au niveau des complexes repose sur la notion de boucle redox. Toujours, c'est des réactions d'oxydoréduction. Il implique l'intervention successive dans la membrane d'un transporteur d'hydrogène, la plastoquinone réduite, qui transporte 2 électrons et 2 protons, et d'un transporteur d'électrons qui ne transporte pas que des électrons, le cytochrome B6F. Donc, c'est ce que j'ai expliqué. Au niveau de photosystème 2, dans un site de la protéine D appelé la poche quinone B, les plastoquinones reçoivent les électrons de la quinone A. Elles sont réduites par 2 électrons et protonées en KBH2. Protonées, ça veut dire qu'il y a les H+. Ou réduites, c'est-à-dire qu'il y a les électrons. Libérés de la poche, donc ils vont rejoindre le pool de plastoquinones, tandis qu'ils sont remplacés par des quinones oxydées. Des quinones molécules neutres, hydrophobes, largement en excès par rapport au complexe B6, très mobiles dans la bicouche lipidique de la membrane d'éthylacuide, les plastoquinones assurent le transfert des électrons entre le photosystème 2 et le complexe. Donc, ils sont neutres, ils sont neutres, les électrons, les H+. Donc, ils sont réduits par 2 électrons et protonés, c'est-à-dire qu'il y a des H+, des protons. Donc,
le transfert des électrons au sein des photosystèmes se fait un par un. Le transfert des électrons au niveau des plastoquinions se fait deux par deux. Donc, le transfert d'une paire d'électrons s'accompagne toujours de deux protons pour assurer la neutralité électrique nécessaire au mouvement au milieu hydrophobe. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Les plastoquinones sont oxydés ensuite par le complexe. Yani, ils vont donner les électrons. Le complexe, il devient oxydé. Les protons prélevés dans le stroma seront libérés dans le lumen d'éthylaquide. En conséquence, le transfert de deux électrons au niveau du complexe B6 conduit à une translocation de deux protons et des protons. C'est ça. Donc, je cherchais à de la figure en dernier. Donc, au niveau de photosystème 2, on a le complexe d'oxydation de l'eau. Qui fait quoi? Qui va oxyder l'eau, libérer l'oxygène et les protons. D'accord? Donc, les électrons qui sont libérés par l'oxydation de l'eau vont permettre la régénération de notre molécule P680, qui a libéré un électron d'abord pour revenir à l'état triplé. La poche qui le photosystème 2. Donc, ils vont capter les électrons pour se déplacer, mais ils ne déplacent pas le complexe cytochrome B6F. Pour se déplacer, en prenant les électrons ou leur charger. Donc, il y a deux protons. C'est le stroma, l'extérieur. Le stroma, l'extérieur de l'éthylaquide. Ou l'intérieur de l'éthylaquide, lui-même, ou la membrane de l'éthylaquide. C'est une bicouche lipidique. Donc, pour qu'ils se déplacent, il y a des H+. Ils seront donc réduits par l'électron, protonés par les H+, qui sont prélevés de l'extérieur, et ils vont se déplacer jusqu'au complexe. Ils vont céder les électrons, céder les H+, revenir à sous forme plastoquinone, ni électrons donc oxydés. Donc, il y a libération de deux H+. Donc, les H+, libérés, les H+, libérés. Donc, ça augmente la concentration des H+ à l'intérieur de l'humain. Donc, on a une delta pH entre l'intérieur et l'extérieur des thylakoïdes qui fait que l'ATP synthétase va fonctionner et va synthétiser l'ATP. Donc, il va faire sortir les H+, qui seront également captés. Et là, le photosystème 1 pour produire le NADP, la ferrodioxine NADP réductase pour former le NADPH, ou utilisé par les plastoquinones. C'est pourquoi on dit que le transfert cyclique fonctionne comme une pompe à protons. Il prélève les protons, il les pompe, il les fait entrer à l'intérieur. Une fois il les fait entrer à l'intérieur, on a une différence de pH qui permet la synthèse de l'ATP. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris à de la partie? Vous êtes encore là? Vous êtes là? Oui, oui. Est-ce que c'est clair? C'est très important de comprendre l'origine de la synthèse de l'ATP. L'origine de la synthèse de l'ATP, c'est une différence de pH. Qu'est-ce qui est derrière cette delta pH? Ce qui est derrière cette delta pH, il y a donc différence de concentration ou le transfert des électrons. Ce transfert des électrons, la membrane thylakoïdale qui régénère les H+. Donc, lorsqu'on parle de transfert d'électrons, on parle automatiquement de la lumière, puisque qu'est-ce qui a déclenché déjà la libération de l'électron, la P680, c'est l'excitation par la lumière. Donc, la synthèse de l'ATP, c'est une photophosphorylation de l'ADP. Une photo, puisque c'est la lumière qui donne les électrons, phosphorylation, puisque l'ADP 4-phosphoryla pour donner l'ATP. Donc, une delta pH, mais calculer la delta pH, il est dû à une différence, la différence de pH, de concentration H+, qui a une différence de potentiel chimique, également une différence de potentiel électrique. Ou l'équation que tu lis fait le potentiel chimique, le potentiel électrique. Le potentiel électrique, il est nul, il est compensé. Donc les charges, la valence, ils sont compensés par les ions,
اللي هما المغنيسيوم ou le chlore. La membrane, elle est fortement perméable, le magnésium ou le chlore, deux ions les normalement qui permettent d'équilibrer les charges. ولكن كتبقى عندنا هاد la constante de Faraday, donc le delta P ديالنا كتولي هي moins 180. D'accord? Donc, oui. بس دابا واش خاصنا نبقاو حافظين دوك لي دلتا ودوك لي كالكول خاصنا نكونوا عارفين لا ما حافظينش لي كالكول ما je vous demande pas d'apprendre la réaction mais normalement خصكم تعرفوا بان كاينه une delta pH plus une delta ديال le potentiel électrique, une différence de potentiel chimique plus une différence de potentiel électrique. La différence de potentiel électrique, elle est compensée, c'est-à-dire que la différence de potentiel, la composante delta potentiel électrique est égale à 0. La membrane elle est fortement perméable aux ions. Cette information بغيتها تبقى عندكم علاش حيت ملي كنهضروا على la nutrition minérale ou la nutrition hydrique ou la nutrition carbonée ماشي شي حاجه qui se fait لا بحال حنا غنقولوا غادي نعطيكم ان اكزومبل غنشرب انا غنشرب الماء بوحدو وغادي نتغدى بوحدي ناكل الماكله ديالي وبعد غادي ناخذ الديسير ومن بعد لا la plante c'est en même temps et c'est des réactions qui se font en même temps. Il a l'arto, l'excitation, la désexcitation, c'est de l'ordre de 10 puissance moins 9 secondes. L'état plus stable, 10 puissance moins 3 secondes. Et ça se passe, les réactions, subhanallah, des fractions de secondes, une fraction de seconde, il se déroule et en même temps, la plante, il va prélever l'eau, il va prélever les ions minéraux qui seront utilisés la synthèse. En même temps, l'eau, il est oxydée, les ions, ils sont utilisés comme des cofacteurs, etc. Donc, l'idée que c'est un ensemble de réactions qui se fait en même temps. C'est pourquoi je tiens à ce que vous ayez dans la tête le fait que la membrane de l'éthylachloride elle est fortement perméable, les ions Mg+, et Cl-. Donc, la force créée, c'est une force, une force proton-motrice. Pour votre information, tout malikum, المعلومات ديالكم إلا بغيتو تبقاو عاقلين على la valeur il est de moins 180 millivolts. مزيان ما عقلتوش عليها ماشي مشكل. أنا جو دون جامي بحال هاد ما نعطيكمش شحال اللي قلت لكم جو بوز با لي كيسيون ديال دوزيام الدودي والدوديه ما عنديش هذوك لي كيسيون. Ça sert à quoi? يلا هاني غادي نقول لكم apprenez delta P, la force proton-motrice au niveau des thylakoïdes, il est de l'ordre de combien? Ça va vous servir à quoi? Mais ça ne sert à rien pour vous. Par contre, ce que je veux que vous appreniez, c'est un transfert acyclique ou un transfert cyclique. Parce que physiologiquement, c'est les réactions qui se passent lorsqu'on a un transfert acyclique ou les réactions qui se déroulent lorsqu'on a un transfert cyclique. Qu'est-ce qui est derrière la synthèse de l'ATP et qu'est-ce qui est derrière la formation de NADPH? Ça, c'est à retenir. C'est retenir quelque chose qui une compréhension plus que ça m'a apprendre. D'accord? Donc, هنا إلا عقلتوا أشنا هو un transfert acyclique هو هذا وأشنا هو un transfert cyclique هو هذا. Donc, le transfert acyclique, il génère quoi? Ou le transfert cyclique, il génère quoi? Ou les delta pH, l'oxydation, les réactions, une réaction d'oxydation, je connais les transporteurs d'électrons, je connais le premier accepteur, je connais les derniers, c'est à apprendre. D'accord? Donc, pour résumer, les différentes réactions de la phase lumineuse de la photosynthèse, donc on peut résumer par cette équation bilan, l'eau, l'ADP plus le phosphore inorganique plus NADP, qui a une formation de l'ATP, du NADPH, une demi-molécule de l'oxygène, qui montre que l'énergie lumineuse a été au cours de cette phase convertie en énergie chimique immédiatement utilisable, liée à l'ATP, ou stockée sous forme de pouvoir réducteur, le NADPH H+. D'accord? Maintenant, on va passer la phase sombre. Donc, la phase sombre, c'est une phase qu'on a dit
un ensemble de réactions enzymatiques. C'est des réactions enzymatiques qui ne nécessitent pas l'intervention de la lumière. On l'appelle le cycle de Calvin. Le cycle de Krebs. Le cycle de Krebs se déroule au niveau de la mitochondrie, mais au niveau de chloroplaste. D'accord? Durant le cycle de Calvin, on a la simulation du CO2, on a la consommation de l'ATP et du NADPH. C'est un ensemble de réactions enzymatiques. Qui dit réaction enzymatique dit qu'il y a un substrat, qu'il y a un produit et qu'il y a une enzyme qui réalise cette réaction enzymatique. Donc, il se déroule où? On l'a dit, dans le stroma des chloroplastes. C'est une assimilation du CO2, une production des trioses phosphatées, les trioses, les radiateurs, la synthèse, les sucres. On a 13 réactions, exactement 13 réactions enzymatiques, mais qui sont regroupées en 3 étapes. Il y a une carboxylation, une réduction et puis une régénération de notre substrat. On va essayer de détailler la carboxylation. Donc, la carboxylation, il y a le carbone. Carboxylation, le carbone, on va l'ajouter à un substrat. Donc, on a le substrat, le ribulose 1,5-biphosphate ou l'enzyme, c'est la ribulose 1,5-biphosphate carboxylase. Donc, le substrat, on va ajouter le CO2. Vous voyez toujours la présence de l'eau nécessaire pour toutes les réactions métaboliques enzymatiques qui se font au niveau des cellules. Et donc, on va former 2 molécules de 3-phosphoglycérate, le PGA. Donc, le RUBP, le ribulose 1,5-biphosphate, en prenant le CO2, il produit, donc là, il est à 5 carbones. Il va prendre un carbone, il va produire 2 molécules à 3 carbones. 2 molécules of 3-phosphoglycérate. Donc, 2 molécules du phosphoglycérate. Cette enzyme, ce qu'on appelle, on l'appelle en abréviation la Rubisco. C'est une ribulose 1,5-biphosphate carboxylase oxygénase. Elle peut travailler en tant que carboxylase, ça veut dire qu'il va prendre le CO2, ou la oxygénase, il va prendre l'oxygène. On va voir quand est-ce qu'il travaille en tant qu'oxygénase. Le cycle de Calvin, il travaille en tant que carboxylase. Donc, notre enzyme, c'est la Rubisco. Notre substrat, c'est le ribulose 1,5-biphosphate. Ce qu'on produit, c'est 2 molécules de phosphoglycérate. Et donc, il y a la réaction de carboxylation, première réaction de cycle de Calvin. Donc, il se réalise en 2 étapes catalysées par la réduction. Donc, il y a 3 étapes. Il y a la carboxylation, la réduction, la régénération. Donc, la carboxylation, il y a la formation du phosphoglycérate, ou la réduction, il y a le phosphoglycérate en 2 étapes catalysées par la phosphoglycérokinase, puis par la glycéraldéhyde phosphodéshydrogénase. Donc, l'APG, il consomme, vous voyez, c'est des réactions consommatrices de l'énergie, l'ATP et du NADPH. Il va former l'acide biphosphoglycérique, la BPPG, l'aldéhyde phosphoglycérique. Donc, vous voyez, le COH va prendre le P, il va libérer le P, ou le CH2, c'est la même chose, il y a la différence. Donc, l'aldéhyde phosphoglycérique. Donc, 2 réactions enzymatiques pour réduire l'acide phosphoglycérique en aldéhyde phosphoglycérique. L'aldéhyde, le CO, COH. Et puis, on doit régénérer notre ribulose. L'aldéhyde, normalement, la molécule à 3 carbones qui, normalement, va entrer dans la voie de synthèse des sucres. Donc, on peut schématiser le processus de régénération de ribulose 1,5-biphosphate en considérant la fixation de 3 molécules de CO2 qui conduisent à la formation de 6 trioses. Sur les 6 trioses formées, un triose servira à la synthèse ultérieure de sucre plus complexe. Les 5 autres servent à régénérer 3 molécules de ribulose 1,5-biphosphate.
Donc, 3 molécules de CO2 sur 3 molécules de ribulose 1,5-biphosphate vont former 6 APG qui vont donner 6 aldéhydes PG. L'aldéhyde pour la formation des sucres, ou les 5 autres vont régénérer le ribulose. Cette réaction de phosphorylation est catalysée par la phosphate ribulose kinase qui permet donc le retour, le ribulose 1,5-biphosphate. Donc, le cycle de Calvin, un cycle d'abord, l'information. Un cycle, ça veut dire je pars d'un substrat et je dois revenir à ce substrat. Yani, au cours de cycle, je vais utiliser ce substrat, je génère des produits, mais je dois régénérer mon substrat primaire de cycle, le ribulose 1,5-biphosphate. C'est pourquoi on parle d'un cycle, il est fermé. Donc là, la régénération, donc j'utilise 3 ribulose 1,5-biphosphate, 3 molécules de CO2, je vais former 6 aldéhydes. Donc 6 aldéhydes, donc il y a les molécules AC3, plus une autre molécule AC3, une molécule AC6, plus une molécule AC4, C3 plus la molécule AC6, C4 plus C5, la molécule C3 plus la molécule C4, C7, les C3 plus C7, C5 plus C5. Donc là, c'est pour régénérer. Alors, je ne vous demanderai pas d'apprendre ça. Ce qui est important, c'est d'apprendre qu'on doit régénérer notre ribulose 1,5-biphosphate. On va régénérer nos molécules. Pour régénérer, le cycle ne tourne pas avec une seule molécule de ribulose 1,5-biphosphate et une seule molécule de CO2. Et le cycle fonctionne avec 3 molécules de ribulose 1,5-biphosphate, 3 molécules de CO2 pour pouvoir régénérer les molécules. Donc, une seule molécule de ces 3 qui va permettre la synthèse du saccharose, mais le cycle, il fonctionne avec 6 molécules de CO2. Donc, la production d'un exose consomme 6 CO2, 18 ATP et 12 NADPH. Donc, c'est une réaction consommatrice de l'énergie. La réaction globale de la formation d'une molécule de glucose nécessite 6 tours de cycle de Calvin et s'écrit 6 CO2 plus 18 ATP, 12 NADPH, parce que vous avez remarqué, 3 plus 3, 4 triose. Pour former le glucose, 6 molécules de CO2 plus 18 molécules d'ATP, 12 molécules de NADPH pour former une molécule de glucose. Donc, dans le cycle de Calvin, l'assimilation d'une molécule CO2 exige 3 liaisons phosphate riches en énergie, 3 ATP, 2 molécules de NADPH, délivrant les électrons de réduction. D'accord? Ça, c'est le bilan de cycle de Calvin. Donc, si je reviens, mes réactions, normalement, ça, c'est le bilan des réactions photochimiques qui se déroulent au niveau des thylakoïdes, qui vont donc régénérer l'ATP et NADPH. Cet ATP et cet NADPH, c'est ce qui va être utilisé au niveau du cycle de Calvin, le stroma, pour la production des sucres. Donc, c'est un cycle, le cycle de Calvin, c'est un cycle normalement enzymatique, ensemble de réactions enzymatiques. Lorsqu'on parle de réaction enzymatique, ça suppose que j'ai un substrat, j'ai un produit et j'ai une enzyme, ou un enzyme, c'est-à-dire une protéine qui va réaliser la réaction. Ces réactions, ce sont des réactions normalement consommatrices d'énergie, d'ATP et du NADPH. Donc, ils sont groupés en 3 étapes. Une carboxylation, ça veut dire une assimilation du CO2, et puis une réduction, et puis une régénération. Donc, carboxylation, c'est carboxyler, ça veut dire prendre le carbone, réduire, c'est pour produire le glycéraldéhyde, et puis régénérer mon substrat. Donc, la carboxylation se fait grâce à cette enzyme, c'est à retenir. Je connais l'enzyme, la Rubisco. Par contre, je ne vous demanderai pas de retenir les enzymes. Les autres enzymes, je ne vous demanderai pas de retenir. Je connais la phosphoglycérokinase, la glycéraldéhyde, phosphodéshydrogénase. Par contre,
il faut retenir بأنه le ribulose 1,5-phosphate qui a atteint la molécule ديال le phosphoglycérate et ou l'acide phosphoglycérique. Donc le phosphoglycérate ou l'acide phosphoglycérique qui a atteint l'aldéhyde phosphoglycérique. L'aldéhyde phosphoglycérique ou ma molécule AC3 et on va voir ce qu'on a C3 C4 les plantes carnes. Donc molécule à 3 carbones. Et puis la régénération. Là aussi, je ne vous demanderai pas de retenir les cycles et je ne vous demanderai pas de retenir les noms des enzymes. غادي تلاحظوا بأنه en physiologie végétale et en biochimie, il y a beaucoup de similitudes. La biochimie ou biochimie métabolique ou la physiologie, c'est la même chose parce que la physiologie, il y a toujours des réactions métaboliques. Il a les réactions d'assimilation des éléments minéraux, c'est des réactions de réduction, des réactions d'assimilation, d'absorption. C'est des réactions métaboliques qui se déroulent, bien sûr, au niveau des endroits bien précis. Chloroplastes, on va voir la photorespiration fine, elle se déroule. Il y a des compartiments différents de la cellule végétale. Donc, un ensemble de réactions biochimiques qui utilisent l'eau, qui utilisent le pouvoir réducteur, qui utilisent l'énergie liée à l'ATP. Donc, le cycle de Calvin, pour produire un exose, il consomme 6 molécules de CO2, 18 ATP et 12 NADPH. D'accord? Donc, là, je suis dans le chloroplaste, où se déroule le cycle de Calvin. Le triose, il est formé là. C'est soit on va former l'amidon, on va le stocker pour former l'amidon, qui sera stocké, c'est ce que vous voyez là au niveau des chloroplastes, soit il va sortir le triose, donc translocaté, et transmis le cytosol pour former le saccharose qui sera exporté. Le produit de la photosynthèse qu'on appelle les photosynthétas. Donc, la synthèse de l'amidon va se faire pour le stockage au niveau des chloroplastes. La synthèse des saccharoses va se faire au niveau de cytosol et ce saccharose sera exporté vers les autres organes pour être utilisé comme source de l'énergie. Donc, la synthèse de l'amidon, l'amidon c'est quoi? C'est un polymère de glucose de deux types. Il m'a des chaînes linéaires supérieures à 1000 glucose ou des chaînes ramifiées de plus que 10 000 glucose, donc l'amylopectine, donc là, amylose, amylopectine. Donc, la voie de synthèse est une voie consommatrice de l'ATP. Donc, le glucose consomme l'ATP pour donner l'ADP glucose grâce à cette enzyme, donc l'amidon synthétase, donc on aura l'amylose N+1, donc l'amylopectine, c'est-à-dire qu'on va intégrer une molécule de glucose à une molécule de glucose, etc., ça va former l'amidon qui est un polymère de glucose. C'est à retenir. Qu'est-ce que c'est qu'un amidon? C'est un polymère de glucose. Ça peut être amylose si c'est une chaîne linéaire supérieure à 1000 glucose. Ça peut être une chaîne ramifiée. Et dans ce cas, on parle de l'amylopectine. Et vous vous rappelez que la pectine, c'est ce qui est normalement constitue la paroi des cellules végétales. Et donc, les sucres qui sont normalement issus de la photosynthèse servent à la constitution des cellules, des parois. La synthèse du saccharose, le saccharose, c'est un disaccharide formé de glucose et de fructose. Donc, deux molécules, glucose et fructose, alors que l'amidon, c'est des polymères. Donc là, ça va normalement pour former donc l'amidon, ça stocke l'énergie parce que lorsqu'on va dégrader les liaisons, on va libérer l'ATP, c'est ce que vous allez voir, la mitochondrie. La voie de synthèse, elle est consommatrice de l'UTP, donc glucose, c'est-à-dire l'UDP glucose, donc saccharose, phosphate synthétase, saccharose, phosphate, phosphatase. Donc là également, je ne vous demanderai pas de retenir les enzymes. Là, ce qui est important, c'est de retenir où se fait la synthèse du saccharose, où se fait la synthèse de l'amidon, qu'est-ce que c'est que l'amidon et qu'est-ce que c'est que le saccharose. D'accord? Donc, pour résumer, la photosynthèse, elle se déroule au niveau du chloroplaste
c'est un ensemble de réactions. Normalement, des réactions photochimiques, ce qu'on appelle la phase claire qui se déroule au niveau des thylakoïdes. Et vous voyez là les photosystèmes 2, les photosystèmes 1, le complexe cytochrome, les transporteurs des électrons, donc l'oxydation de l'eau, donc un transfert cyclique qui va générer, acyclique qui va générer le NADP, un transfert cyclique, là, le retour qui va générer, former l'ATP. Et là, au niveau du stroma, se déroule le cycle de Calvin, réparti en 3 étapes, une carboxylation, une réduction et puis une régénération. C'est un cycle qui est normalement consommateur de l'énergie, que ce soit sous forme d'ATP ou sous forme de pouvoir réducteur. Donc, ce qu'on a le premier substrat, c'est à retenir. C'est une molécule à 5 carbones. Je forme quoi? Je forme une molécule à 3 carbones, une triose. Donc, le cycle de Calvin, دايما كيعطيني une molécule à 3 carbones qui s'associe avec une autre molécule à 3 carbones pour me donner le saccharose. Donc, pour me donner le glucose, pardon. Si je veux former le saccharose, le glucose, il sort de l'amidon pour donner, le chloroplaste pour former le saccharose. Si je forme l'amidon, ça se forme à l'intérieur de mon chloroplaste. Et donc là, on aurait terminé avec les 2 phases. Je pense qu'on va s'arrêter aujourd'hui parce que la phase, la partie, le métabolisme des plantes C4 et CAM, ça nécessite plus d'attention. Donc, si vous avez des questions. Vous avez des questions? مادام واش غادي نديرو التيدي حتى في هذا الشابيتر؟ Les TD c'est des synthèses. Donc, c'est le graphe qu'on va analyser tout simplement. C'est les TD. عطيتكم le polycopier, دوليه البال غادي تلقاو راه درنا كل شيء بقى un document qu'on n'a pas encore analysé et interprété. اللي هو فيه la photosynthèse مع la photorespiration. Donc, il y a Amel qui n'a pas compris le transfert acyclique. Un transfert cyclique, c'est-à-dire une boucle. Acyclique, يعني ما كاينش لا بوكل. كنبدا من ان اكسبتور وكنمشي تنبدا من ان دونور وكنمشي لان اكسبتور فينال. نرجع لك شنو هو لو ترانسفير اسيكليك. نرجع لهنا. دونك فهمتوا شنو هو ان فوتوسيستيم وهذا ان فوتوسيستيم. دونك الفوتوسيستيم 2 والفوتوسيستيم 1 on a un complexe cytochrome B6F بيناتهم. On a des transporteurs d'électrons. Donc, vous avez compris que normalement, les photons, l'énergie lumineuse, ils excitent des pigments. Avec l'excitation des pigments, les fait passer d'une orbite à une autre orbite. S0, un état fondamental, un état normalement singulier, que ce soit S1 ou la S2. S2, S1, ça ne nous intéresse pas à chiffre la photosynthèse, parce que c'est une dissipation de chaleur. Mais S1, S0, le retour, qui maintenant, l'équilibre. Toujours, il y a le retour à l'équilibre. L'équilibre, ou l'état fondamental S0. Pour revenir à l'état S0, il y a 3 manières. Résonance, fluorescence ou la réaction photochimique. C'est ce qui est le plus important parce que avec la réaction photochimique, ça va libérer des électrons. Donc, 2 molécules spécialisées qui font ces réactions photochimiques. Il y a la P680 et la P700. La P680, il fait une réaction photochimique, il va libérer un électron. Donc, un état triplé, pour revenir à l'état S0, elle va prendre l'électron mnine et va le prendre la réaction d'oxydation de la molécule d'eau, qui est un complexe d'oxydation de l'eau qui est collé le centre réactionnel de le photosystème 2. Donc, le donneur primaire des électrons, l'eau. Donc, l'électron qui a été libéré de la P680, il est capté par la phéophytine, premier accepteur, qui va le transmettre l'équinone.
Les plastoquinones, une fois ils vont accepter les électrons, de la poche, ils vont se déplacer. Ce sont des transporteurs mobiles. Ils vont se déplacer la bicouche lipidique de l'éthylachloride. Donc, s'ils sont réduits par les électrons, ils ont la charge. Donc là, ils ne peuvent pas se déplacer parce qu'il y a un risque de rupture de l'électroneutralité de la membrane. Donc, ils doivent être protonés. Ils vont prendre des H+, pomper des H+, mais le stroma, mais l'extérieur. Donc, ils deviennent plastoquinone H2. Donc, il y a deux électrons avec deux protons. Ils vont se déplacer. Donc, là, ils sont neutres, hydrophobes. Ils vont se déplacer jusqu'au complexe, le cytochrome B6F. Ils vont lui donner les électrons. Ils vont libérer les H+. Donc là, il y a des transporteurs fer-soufre qui ont les plastocyanines, etc. Plastocyanine, il y a des antennes collectrices des électrons, les photons, qui seront excités par la lumière, vont donner bien sûr la P700 par résonance avec l'énergie lumineuse. La P700 excitée, il va essayer de revenir à l'état normal, il va libérer un électron. Pour être régénéré, il va capter l'électron, les plastocyanines. Donc, l'accepteur, il y a la molécule A. La molécule A, il va donner les électrons, le fer, les complexes fer-soufre, la ferridoxine. La ferridoxine, grâce à une ferridoxine NADP réductase, va former le NADPH. Donc, c'est acyclique. ما رجعناش للديبار مشينا من l'eau ومشينا حتى on a formé le NADPH. Ça, c'est acyclique. C'est en Z. Ah ouais, Z. بحال رسمتي Z هنا. Le schéma en Z. Transfert en Z. Par contre, le transfert cyclique, une fois كنوصلوا la ferridoxine, كنعاودوا نرجعوا. Donc, la ferridoxine, كنعاودوا نرجعوا ما كنرجعوش لو photosystème 2, كنرجعوا les plastoquinones. Donc, كنعاودوا نعطيو les électrons, les plastoquinones, وعاوتاني كتاخد les H+, donc elle pompe encore les H+, et c'est cette différence des H+, parce que là, il y a libération des H+, les plastoquinones, elles libèrent les H+, donc on a une différence de pH, différence de concentration des protons entre le stroma et le lumen, qui crée une force protomotrice qui est normalement à l'origine de l'activation de cette enzyme liée à l'ATP synthétase qui va phosphoryler l'ADP et former l'ATP. D'accord? Est-ce que c'est compris? Donc là, on a le cytochrome B6F, on a le photosystème 2, on a le photosystème 1, on a l'ATP synthase. Donc ça se déroule où? Au niveau des thylakoïdes. Les réactions, c'est au niveau des thylakoïdes. Donc au niveau des thylakoïdes, de la membrane, donc la bicouche lipidique des thylakoïdes, on a ça. Donc c'est ce qu'on appelle des complexes protéiques. C'est un ensemble de protéines auxquelles sont associés des pigments et des ions. OK? Donc la réaction photochimique, c'est une réaction génératrice d'ATP et d'ADP et de NADP. Par contre, la réaction, la phase sombre, c'est un ensemble de réactions enzymatiques qui sont consommatrices de l'énergie sous forme d'ATP et de NADPH. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions?